$200, c'est ce qu'un propriétaire américain moyen dépense chaque saison en engrais synthétique pour une pelouse d'un quart d'acre. En note, une grande partie de cette pelouse redevient jaune. Dans la plupart des cuisines se trouvent actuellement 5 ingrédients ordinaires. Mélangés correctement, ils produisent une herbe d'une couleur assez profonde pour faire honte à n'importe quelle pelouse de voisins nourrie aux produits chimiques. Les vieux livres de jardinage et les intendants de terrains de golf font circuler cette recette depuis plus de 50 ans. La science est réelle. Le calcul qui la sous-tend est surprenant. Et la bonne façon de l'appliquer dépend d'une chose que presque aucune vidéo sur la pelouse ne mentionne: le type d'herbe qui pousse sous vos pieds. L'azote synthétique crée un verre que vous pouvez voir, mais des racines auxquelles vous ne pouvez pas faire confiance. Voici ce qui se passe lorsque l'engrais granulaire touche le sol. Les brins d'herbe absorbent les nutriments à base de sel par de minuscules pores appelés stomates. La couleur afflue en quelques jours. Sous la surface, ces mêmes sels extraient l'humidité du sol environnant. Les racines restent peu profondes. Elles n'ont aucune raison de creuser profondément, car la nourriture se trouve juste au sommet. En 4 à 6 semaines, les sels sont évacués par le sol. Le verre s'estompe, le cycle recommence. Les dommages à long terme apparaissent de manière subtile. Après plusieurs saisons d'alimentation synthétique intensive, le sol lui-même commence à sembler différent. Plus dense, plus difficile à creuser à la pelle, plus lent à absorber l'eau lors d'une forte pluie. L'activité des vers de terre chute notablement. La pelouse qui se remettait autrefois facilement d'un été sec met de plus en plus de temps à rebondir. Ce sont les signes visibles d'un sol qui a été chimiquement poussé vers une sorte d'épuisement à long terme. Comment l'entretien des pelouses résidentielles en est-il arrivé là? L'histoire remonte à 1913. 2 chimistes, Fritz Haber et Carl Bosch, ont mis au point un moyen d'extraire l'azote directement de l'air et de le transformer en ammoniac liquide à l'échelle industrielle. Cette percée a nourri des milliards de personnes. Après la fin des 2 guerres mondiales, les mêmes usines qui avaient produit de l'ammoniac pour les munitions ont trouvé un marché en temps de paix dans les engrais agricoles. Au début des années 1950, ce marché s'est étendu aux jardins américains. Un nouvel idéal d'après-guerre. La pelouse émeraude parfaite comme symbole de l'accession à la propriété, s'est propagée par la publicité, les contrats d'entretien de pelouse et les partenariats entre les industries des semences et des engrais. Des entreprises comme Scotts et Chemlon ont construit des modèles commerciaux basés sur des applications résidentielles récurrentes. Les propriétaires sont devenus des clients réguliers et fidèles. La logique économique était simple. Un sac de compost unique est vendu une fois. Un sac d'engrais synthétique s'est vendu toutes les 6 semaines. Cette logique régit encore aujourd'hui le rayon pelouse de chaque quincaillerie. Mais alors que l'engrais en sac envahissait le jardin de devant, un savoir plus discret survivait dans les sous-sols. Les abris de jardin et les brochures des clubs de jardinage biologique. Ce savoir repose sur 5 ingrédients présents dans la plupart des garde-manger en ce moment même. Le tonic aux 5 ingrédients, ingrédient par ingrédient. La recette a été popularisée par l'auteur de jardinage Jerry Baker, dont les livres sont devenus des incontournables des bibliothèques américaines dans les années 1970 et 1980. 5 ingrédients, chacun a un rôle spécifique. Une canette de soda ordinaire, non-light. Une canette de bière ordinaire, pas de bière légère. Une demi-tasse de liquide vaisselle, sans additifs antibactériens. Une demi-tasse d'ammoniac domestique. Une demi-tasse de bain de bouche. Ces ingrédients sont versés dans un pulvérisateur de bout de tuyau réglé pour un débit total de 10 à 20 gallons. Le concentré n'est jamais versé directement sur l'herbe. Le pulvérisateur mélange le tonic à l'eau courante au fur et à mesure qu'elle s'écoule, diluant le concentré des centaines de fois avant qu'il ne touche un seul brin. L'application se fait à la fraîcheur du petit matin. Vers 6 heures, lorsque les stomates sont grands ouverts et que l'évaporation est à son plus bas. Toutes les 3 semaines pendant la saison de croissance active. Maintenant, la chimie derrière chaque ingrédient. L'ammoniac domestique délivre une petite dose instantanée d'azote. Une demi-tasse d'ammoniac domestique standard à 5 à 10% fournit environ 6 grammes d'azote, une fraction de ce que contient un engrais synthétique, mais assez pour donner aux microbes un signal chimique rapide que l'azote est disponible. Cette dose est bien en dessous de toute seuil de brûlure une fois diluée par le tuyau et le pulvérisateur.
Le liquide vaisselle agit comme un tensioactif. Il brise la tension superficielle de l'eau, permettant au tonique de pénétrer dans le sol compacté au lieu de perler à la surface et de s'écouler dans la rue. Sans le tensioactif, une grande partie de tout tonique liquide n'atteindrait jamais la zone racinaire où il travaille réellement. Le bain de bouche est l'ingrédient le plus débattu. Les jardinières d'autrefois pensaient que l'alcool et les huiles essentielles qu'il contient perturbaient les parasites à corps mou comme les pucerons et les larves. La recherche moderne sur le gazon ne soutient pas cette affirmation. Dilués dans 40 litres d'eau via un pulvérisateur, les composés actifs tombent à des niveaux de traces bien inférieurs à toute concentration, pouvant affecter la physiologie des insectes. La fonction honnête du bain de bouche dans cette recette est celle d'un tensioactif secondaire léger. Rien de plus. De nombreux jardiniers expérimentés s'en passent désormais sans perdre de résultats visibles. Une application réussie est facile à imaginer. Le pulvérisateur de bout de tuyau se fixe à un tuyau d'arrosage standard. Un cadran sur le pulvérisateur contrôle le taux de dilution. Le concentré se trouve dans le réservoir du pulvérisateur. L'eau s'engouffre, récupère de petites quantités de concentré et ressort sous forme de fine pulvérisation. Une pelouse de 5000 pieds carrés devrait prendre environ 20 à 30 minutes à couvrir à un rythme de marche normal. Quelques erreurs à éviter. Ne jamais appliquer pendant la chaleur de la mi-journée quand les stomates sont partiellement fermés et que la plupart du liquide s'évapore avant absorption. Ne jamais appliquer juste avant une forte pluie, qui emporterait simplement le tonique. Ne jamais appliquer sur une pelouse visiblement stressée par la sécheresse. Arroser la pelouse en profondeur la veille au soir, puis appliquer le tonique le lendemain matin, et ne jamais appliquer sur une herbe dormante en hiver ou lors des pics de chaleur estivale pour les pelouses de saison chaude, car il n'y a pas de système racinaire actif pour en recevoir les bénéfices. Les deux ingrédients que les gens négligent sont le soda et la bière. Ils ne nourrissent pas l'herbe, ils nourrissent autre chose. Cette autre chose s'avère être la main-d'œuvre la plus négligée de tout jardin. Le microbiome sous vos pieds. Une seule cuillère à café de terre de pelouse saine contient jusqu'à 1 milliard de bactéries. Des chercheurs de l'Earth Microbiome Project ont documenté des dizaines de milliers d'espèces microbiennes dans les sols agricoles et de gazon. Des filaments de champignons s'étirent dans cette même cuillère à café, tissés si finement que l'œil humain ne peut les détecter. Cette communauté est appelée le microbiome du sol dans la zone étroite juste autour des racines de l'herbe, une frontière que les pédologues appellent la rhizosphère. Un échange a lieu chaque jour où le soleil brille. L'herbe effectue la photosynthèse et crée des sucres liquides dans ses brins. Entre 5 et 30% de ces sucres sont renvoyés par les racines et libérés dans le sol environnant. Ce n'est pas une fuite, c'est un échange délibéré. Les sucres libérés attirent des bactéries et des champignons bénéfiques spécifiques. Les champignons étendent des fils microscopiques appelés hyphes profondément dans la terre environnante. Ces fils extraient le phosphore, l'eau et les minéraux piégés que les racines de l'herbe seule ne pourraient jamais atteindre. Les nutriments sont renvoyés directement aux racines. Un groupe distinct de bactéries du sol gère l'azote, les archées oxydant l'ammoniac et les bactéries oxydant l'ammoniac. Les chercheurs les appellent AOA et AOB, transforment les composés azotés bruts en formes exactes de nitrates que l'herbe peut absorber. Des recherches évaluées par des pairs publiées dans Frontiers in Microbiology ont confirmé que des populations saines de ces microbes spécifiques sont les moteurs de tout cycle de l'azote fonctionnel dans une pelouse. Les mêmes études ont montré que les applications intensives d'azote synthétique à long terme réduisent considérablement la diversité de ces microbes. En d'autres termes, l'engrais chimique tue les organismes même qui produiraient autrement de l'azote gratuitement. L'azote n'est qu'une des nombreuses tâches gérées par le microbiome du sol. Le phosphore en est une autre. La plupart des jardins contiennent déjà beaucoup de phosphore, mais il est chimiquement lié aux particules du sol, indisponible pour les racines. Des bactéries spécifiques et des champignons mycorhiziens solubilisent ce phosphore bloqué et le restituent à l'herbe. Une troisième tâche est la suppression des maladies. Des populations microbiennes saines évincent et surpassent des agents pathogènes des racines qui causeraient autrement des plaques d'herbe brune et clairsemées. Une quatrième tâche est la tolérance à la sécheresse. Les fils mycorhiziens étendent considérablement la zone racinaire efficace de l'herbe,
donnant à chaque plante accès à l'humidité d'un volume de sol bien plus important que ce que ses propres racines pourraient explorer. Chacun de ces avantages est gratuit tant que les microbes sont vivants et actifs. Le tonic de Jerry Baker fonctionne sur un principe complètement différent. Le sucre du soda ordinaire, environ 39 grammes par canette de 12 onces, et les glucides résiduels de la bière nourrissent directement les microbes du sol. Les microbes se multiplient, ils décomposent le feutre racinaire, ils aèrent le sol, ils débloquent les nutriments déjà présents mais inaccessibles. L'herbe est nourrie parce que les microbes sont nourris en premier. Tonique contre arrosage à la mélasse, le calcul que personne ne fait. Voici l'analyse que presque aucune vidéo sur la pelouse ne montre. Un lot complet de tonic Jerry Baker, une canette de soda, une canette de bière, plus les demi-tasses d'ammoniac, de savon et de bain de bouche, est dilué dans un pulvérisateur de 20 gallons. Le débit d'eau total lors d'une décharge complète est d'environ 76 litres. La charge totale de sucre provenant du soda et de la bière s'élève à environ 49 grammes répartis sur une pelouse typique de 5000 pieds carrés. Le calcul donne environ un dixième de gramme de sucre par mètre carré. Considérez maintenant l'arrosage à la mélasse, la technique vers laquelle les jardiniers biologiques se tournent lorsqu'ils veulent un réveil microbien plus fort. Le taux standard est de 2 cuillères à soupe de mélasse noire non soufrée par gallon d'eau. Taux d'application: 1 gallon de solution pour 100 pieds carrés de pelouse. 2 cuillères à soupe de mélasse noire contiennent environ 32 grammes de sucre. Cela représente environ 3,5 grammes de sucre par mètre carré. C'est environ 34 fois plus de carburant microbien par mètre carré que ce que délivre le tonic Jerry Baker. C'est un écart significatif. Et la plupart des vidéos sur la pelouse ne font jamais les calculs. Le tonic Jerry Baker est une étincelle. L'arrosage à la mélasse est un repas. Alors, lequel a sa place dans un vrai programme de pelouse? Les deux, ils accomplissent des tâches différentes. Le tonic Jerry Baker se répand rapidement sur une grande pelouse. Il comprend un tensioactif intégré pour les sols compactés. Il contient une petite dose d'azote instantanée. Il est idéal comme pulvérisation d'entretien régulière toutes les 3 semaines, pendant la saison de croissance active. Un rythme régulier maintenant les populations microbiennes éveillées et actives. Un arrosage à la mélasse est plus lourd, plus collant et destiné à une application par trempage plus lente directement dans ce sol plutôt qu'en pulvérisation foliaire. 2 cuillères à soupe par gallon, arrosées lentement pour permettre l'imprégnation. Cela fonctionne mieux 2 ou 3 fois par saison comme une réinitialisation microbienne profonde. Au début du printemps pour réveiller le sol après l'hiver, au milieu de l'été pour aider l'herbe à surmonter le stress, et à la fin de l'été pour préparer les racines au temps frais. Utilisés ensemble, les deux couvrent à la fois le rythme quotidien et les tournants saisonniers d'une pelouse prospère. Le tonic maintient le moteur en marche, l'arrosage à la mélasse le reconstruit. Il convient de mentionner que d'autres tonics de cuisine populaire ne donnent pas les mêmes résultats. Le thé de compost, lorsqu'il est correctement aéré et infusé pendant 24 à 48 heures, peut être excellent, mais la plupart des thés de compost faits maison sont mal mélangés, appliqués trop finement ou contiennent trop d'agents pathogènes anaérobies pour être sûrs. Les pulvérisations de lait dilué ont un petit rôle dans la dissuasion des parasites mais n'apportent presque aucun carburant microbien. L'eau de banane et les restes de légumes trempés dans l'eau fournissent un peu de potassium, mais rien qui n'approche la densité en glucides du tonic Jerry Baker ou d'un véritable arrosage à la mélasse. Les deux recettes présentées ici sont celles qui produisent systématiquement des résultats visibles sur la pelouse à travers des décennies d'observation par les jardiniers amateurs. Mais il y a un facteur qui décide si l'une ou l'autre de ces techniques fonctionne sur un jardin particulier. Ce facteur est le type d'herbe qui pousse dans le sol, saison chaude contre saison fraîche, la variable manquante. La plupart des vidéos sur les tonics pour pelouse traitent toute l'herbe comme une seule et même herbe. Les pelouses américaines se divisent en 2 grandes familles qui réagissent à l'alimentation selon des calendriers complètement différents. Les herbes de saison fraîche comprennent le pâturin du Kentucky, les fétuques fines, la fétuque élevée et le raygrass vivace. Elles dominent la moitié nord du pays. La température de croissance optimale est de 60 à 75 degrés Fahrenheit. Les pics de nutrition sont le printemps et surtout l'automne.
Une pelouse de saison fraîche effectue la majeure partie de sa croissance racinaire annuelle en octobre. Les herbes de saison chaude comprennent le Bermuda, le zoysia, le sainte, Augustine, le centipède et l'herbe de bison. Elle domine la moitié sud du pays. La température de croissance optimale est de 80 à 95 degrés Fahrenheit. Les pics de nutrition vont de la fin du printemps au milieu de l'été. Une pelouse de saison chaude entre en dormance lorsque la température du sol descend en dessous de 55 degrés. L'activité microbienne suit des schémas similaires. Les microbes du sol travaillent le plus dur lorsque les températures du sol se situent entre 70 et 100 degrés. Appliquez un tonic Jerry Baker dans un sol frais de printemps sur une pelouse de Bermuda, et la plupart des sucres resteront intacts. L'herbe ne s'enracine pas encore activement. Les microbes sont léthargiques. Appliquez ce même tonic sur du pâturin du Kentucky pendant un mois d'octobre frais et humide. Et le résultat est spectaculaire, car l'herbe de saison fraîche est dans sa phase de pointe d'enracinement, et les microbes ont encore assez de chaleur pour réagir. Voici la règle pratique de synchronisation par région pour les pelouses de saison fraîche. Appliquez le tonic Jerry Baker toutes les 3 semaines de fin avril à fin juin, puis de nouveau de fin août à fin octobre. La fenêtre d'automne est l'application la plus importante de toute l'année. C'est à ce moment que les herbes de saison fraîche construisent leurs systèmes racinaires les plus profonds. Et nourrir le microbiome à ce moment précis se traduit par une meilleure résilience l'été suivant. Pour les pelouses de saison chaude, appliquez le tonic toutes les 3 semaines de mi-mai à août. Sautez complètement les applications pendant les périodes fraîches du printemps et de l'automne. L'herbe est dormante ou en transition, et les microbes ne sont pas assez actifs pour utiliser des sucres. Le calendrier de l'arrosage à la mélasse suit la même logique. Les pelouses de saison fraîche bénéficient d'arrosage début avril, fin mai et un dernier début septembre. Pelouses de saison chaude, fin mai, mi-juillet et début septembre. Il existe également une zone de transition où les 2 familles d'herbes luttent. Les pelouses de cette bande contiennent souvent un mélange d'herbes de saison fraîche et de saison chaude. Programmez les applications en fonction du type d'herbe qui domine la pelouse. Pour quiconque ignore quel type d'herbe pousse dans son jardin. Quelques indices visuels simples aident. Les herbes de saison fraîche ont généralement des brins plus doux et plus fins. Restent vertes jusque tard en automne et ont tendance à paraître clairsemées ou brunies pendant les pics de chaleur estivale. Le pâturin du Kentucky forme un tapis dense et uniforme. La fétuque élevée pousse en touffe avec des brins plus larges et plus grossiers. Les brins de fétuque fine sont fins comme des aiguilles et préfèrent les zones ombragées. Les herbes de saison chaude ont généralement des brins plus rigides et plus grossiers, deviennent nettement brunes ou couleur paille pendant la dormance hivernale et sont à leur apogée pendant les mois les plus chauds. Le Bermuda se propage agressivement par des stolons aériens et des rhizomes souterrains. Le zoysia forme un tapis épais et élastique qui résiste aux mauvaises herbes. Le Saint-Augustine a des brins larges, plats, en forme de doigt et préfère les climats côtiers humides. En cas de doute, le test le plus simple est d'observer ce que fait la pelouse lors de la première forte gelée d'automne. L'herbe de saison fraîche reste verte. L'herbe de saison chaude devient brune. Cette seule observation répond à la question. Adapter le programme à l'herbe est ce qui sépare un tonic qui donne des résultats visibles d'un tonic qui déçoit. Le secret du fer est les règles de tonte qui terminent le travail. L'azote synthétique fait pousser l'herbe vite. Le fer liquide rend l'herbe magnifique sans la faire pousser du tout. C'est l'astuce sur laquelle les intendants de terrain de golf comptent discrètement. C'est aussi la technique la plus sous-utilisée dans l'entretien des pelouses résidentielles, dans les sols alcalins, ce qui décrit la plupart des pelouses américaines. Le fer présent dans le sol se retrouve bloqué sous des formes chimiques que les racines de l'herbe ne peuvent pas absorber. L'herbe manque de fer utilisable. Un déficit en chlorophylle apparaît sous la forme d'un vert pâle et délavé, même lorsque les niveaux d'azote sont parfaitement adéquats. Ajouter plus d'azote dans cette situation provoque simplement plus de croissance sans aucune amélioration de la couleur. Une pulvérisation foliaire de fer liquide chélaté résout le problème sous un autre angle. Le mot « chélaté » signifie que le fer est enveloppé dans une molécule organique qui permet à la plante de l'absorber directement par les brins d'herbe.
en contournant complètement le sol. Dans les 24 à 48 heures suivantes une application appropriée, la pelouse prend une couleur riche, proche de l'émeraude. Il n'y a pas de poussée de croissance, pas de tonte supplémentaire requise, juste de la couleur. Un produit à base de fer chélaté, mélangé au taux recommandé par le fabricant et appliqué via un pulvérisateur de bout de tuyau tôt le matin et pas plus d'une fois toutes les 3 à 4 semaines pendant la croissance active. Et la clé. Les ingrédients actifs les plus courants sont le sulfate de fer et l'EDTA de fer. Un avertissement important. Le fer liquide tache. Les allées, les trottoirs, les murs en briques et les revêtements blancs prendront tous une marque couleur rouille à cause de la dérive de la pulvérisation de fer. Rincez toujours les surfaces dures immédiatement après l'application et ne pulvérisez jamais par matin venteux. 2 autres habitudes complètent le tableau, et toutes 2 sont totalement gratuites. La première est la règle du tiers. Ne coupez jamais plus d'1 tiers du brin d'herbe en une seule tonte. Une herbe plus haute fait de l'ombre au sol, retient l'humidité pendant la chaleur estivale et étouffe naturellement les graines de mauvaises herbes avant qu'elles ne germent. Pour la plupart des pelouses de saison fraîche, cela signifie tondre à 3 ou 4 pouces. Pour la plupart des pelouses de saison chaude, 2 à 3 pouces. La seconde est le recyclage des tontes de gazon. Laisser les tontes sur la pelouse au lieu de les ramasser renvoie environ 25% des besoins annuels en azote d'une pelouse directement au sol gratuitement à chaque tonte. Les tontes se décomposent en 1 semaine ou 2 pendant la croissance active. Elles ne causent pas de feutre. Le feutre est constitué de tissus de racines et de couronnes compactées. Pas de tontes de feuilles, un tonique fait maison, un arrosage saisonnier à la mélasse et 2 simples habitudes de tonte. Le coût saisonnier total pour une pelouse typique de 5000 pieds carrés est inférieur à 30 $. L'investissement en temps est inférieur à 30 minutes par application. Le résultat est une pelouse qui garde sa couleur du printemps à l'automne, se renforce chaque année et survit au jardin nourri chimiquement de chaque côté. Une pelouse entretenue de cette manière enseigne quelque chose de discret. La croissance la plus forte vient rarement du fait de forcer le changement en surface. Elle vient du fait de nourrir la fondation invisible en dessous, lentement et patiemment, jusqu'à ce que la vie s'occupe du reste. Si cette histoire change votre regard sur le sol sous vos pieds, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons les secrets naturels que l'industrie chimique a tenté d'enterrer. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Le prochain trésor de sagesse en jardinage sera bientôt révélé.